Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast Des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Ben Zidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Bienvenue, Madame Isabelle Roy, et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, c'est vraiment apprécié. Très bien. Pour la suite de la discussion, on va se tutoyer. Oui, absolument. Parfait. C'est un véritable honneur de t'accueillir parmi nous. Pour cette entrevue, je suis accompagné de Anouchka Debion. Bonjour. Bonjour Anouchka. Et Lina Bourzane. Oui, bonjour. Parfait. Isabelle, tu es une écrivaine talentueuse, auteure de 5 séries de livres pour jeunes et d'un ouvrage plus récent destiné à un public adulte. Ton parcours littéraire est impressionnant avec 13 livres publiés à ce jour. Parmi vos séries les plus connues, on retrouve tout d'abord Les Fées du Phénix, qui marque vos débuts dans l'univers de la fiction jeunesse. Ensuite, tu as captivé tes lecteurs avec Hackers, une série palpitante qui mêle technologie et aventure. Tu as poursuivi avec Brûlé, le titre ou une histoire bouleversante qui explore des thèmes profonds, suivi de Gloire, une série intense sur l'aspiration et les défis. Ta série La pleine lune des fraises a également rencontré un franc succès, alliant poésie et réflexion sur l'adolescence. Enfin, ton dernier ouvrage, Le jour où j'ai eu le cancer, publié en 2025, cette année, marque un tournant dans ta carrière. Ce recueil de témoignages profondément touchants aborde un sujet personnel et universel à la fois, celui de la maladie, avec une sincérité et une émotion qui ne peuvent laisser indifférent. Félicitations pour ton parcours exceptionnel et encore une fois, bienvenue parmi nous. Merci, c'est une belle présentation, merci beaucoup. Tant mieux. Alors pour commencer, peux-tu nous parler d'une façon générale de ton parcours littéraire et de ce qui t'a poussé à écrire? Oui, bien moi, j'écrivais pas vraiment. J'étais bonne en français à l'école, j'aimais les compositions, mais sinon, je n'écrivais pas en dehors de l'école. Et je me disais, bien moi, j'étudiais en finance, hein, donc je me disais, je suis pas une auteure, je peux pas écrire, j'ai pas le droit, mais j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Et mes amis le savaient, et j'ai mes amis de filles qui m'ont demandé, Isabelle, est-ce que tu veux nous faire un meurtre et mystère, s'il te plaît, parce qu'il y a juste 6 personnes dans un meurtre et mystère, donc on aimerait ça que tu nous en écrives un avec 10, parce que c'était une grosse gang de filles. Donc, je me suis dit, parfait, je vais faire ça. Et là, c'est la première chose que j'ai écrite, en fond, dans ma vie, c'est un meurtre et mystère. Et c'était super le fun. Les filles se sont données, ils étaient toutes déguisées. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, c'est resté comme ça, mais j'ai quand même aimé ça. Puis je me suis dit, si j'avais un livre à écrire, j'aimerais ça que ce soit du fantastique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à écrire, ils visent du fantastique. Là. Ça arrive souvent, du fantasy, en fait. Donc, je me suis dit, ouais, mais tu sais, je me disais, je suis pas vraiment une auteure. C'est pas, tu sais, j'ai pas étudié là-dedans. Je revenais toujours à ça. Puis à un moment donné, j'ai vu une entrevue de Patrick Sénécal où il disait qu'on n'était pas obligé d'écrire vite quand on était auteur, parce qu'on a l'image hein, dans les films de on s'assoit puis on note rapidement. Puis je me disais, ça serait pas ça, tu sais. Fait que là, je me suis dit, peut-être que c'est possible. Puis je suis pas du tout superstitieuse, mais je suis née un 26 septembre et je m'étais dit que mes 26 ans seraient mon année chanceuse. Et là, mes 25 ans se passaient, puis j'étais heureuse, là, c'était le fun, mais il n'y avait rien de spécial. Donc, je me suis dit, il ne va rien se passer à mes 26 ans non plus. Il faut que je provoque ma chance. Donc, la journée de mes 26 ans, j'ai commencé à écrire Les Fées du Phénix. Et ça a pris exactement 1 an. Et après ça, j'ai envoyé mes livres et ça a fonctionné. J'ai été appelée par 2 maisons d'édition. J'ai choisi Urtubise, qui est restée ma maison d'édition pour tous mes autres projets par la suite. Donc, je me trouve vraiment chanceuse de ça. Ils sont vraiment géniaux. J'adore travailler avec eux. Il y a une évolution, donc le long de ces 13 livres, il y a un accompagnement éditorial de la maison d'édition Urtubise.
Oui, absolument. C'est toujours avec eux que je publie mes livres. Puis à chaque fois, ça s'est fait un peu différemment. Là, Les Filles du Phénix, c'était vraiment mon premier manuscrit. Donc maintenant, c'est par courriel. Là, mais dans le temps, c'était papier, on l'imprimait. Fallait que ça soit le Times New Roman 12, double interligne, là, juste recto. Fait que j'avais mes gros paquets de papier, de feuilles. J'étais allée porter mes manuscrits. Puis Urtubise, je les ai appelés, en fait, parce que j'avais eu le oui d'une autre maison d'édition, mais moi, je l'ai été avec Urtubise. Parce qu'eux, ils donnent vraiment... t'as ton mot à dire sur la page couverture, sur toutes les modifications qu'ils vont faire. Tu fais partie du processus, donc c'est le fun. Donc, je les ai appelés, puis je leur ai dit, il y a une maison d'édition qui m'a pris, mais je veux être avec vous. Fait qu'ils ont dit, attends, t'es encore dans le procédé pour nous, tu sais, Oui, c'est pas terminé. Fait que là, j'ai attendu, finalement, ils m'ont rappelé, puis ils ont dit, c'est bon, on te veut. Fait que j'étais vraiment contente de ça. Puis je suis restée avec eux après. Par la suite, avec tous mes autres projets, je suis contente. À chaque fois que je leur soumets un projet, ils l'acceptent, donc c'est vraiment le fun. Là. C'est une belle preuve de confiance. Pardon. Est-ce que le premier manuscrit a été accepté dès le début ou est-ce qu'il a fallu faire plusieurs? Parce que souvent, on entend des histoires d'auteurs qui se lancent et ils essuient plusieurs échecs avant de réussir à avoir un contrat avec une maison d'édition. Bien, je l'avais quand même envoyé à plusieurs maisons d'édition, puis j'avais eu d'autres refus, par contre. Puis il faut l'envoyer aussi, ton livre, à une maison d'édition qui publie dans le même style que ce que tu cherches à publier. Donc, dans mon cas, c'était du fantasy. Et j'avais eu des refus, mais Urtubise, eux, ont accepté. Donc, j'étais vraiment chanceuse. Ça a fonctionné dès la première chance, le premier essai quand même. Là. Donc, j'étais vraiment contente de ça. Super. C'est une belle chance que j'ai eue. Il semble y avoir une constante dans tes livres, un lien entre les thèmes que tu abordes. Y a-t-il un sujet central ou une question que tu cherches à explorer à travers l'ensemble de tes œuvres? Oui, on peut éliminer Le jour où j'ai eu un cancer qui est complètement différent des romances, là, mais si on regarde vraiment les romans que j'ai faits, je pense que le thème, parce que ça reste des thrillers pour la plupart, peut-être moins La pleine lune des fraises, mais le thème de l'amitié revient vraiment beaucoup. Puis moi, en tout cas, quand j'étais adolescente, l'amitié, ça prenait comme toute la place dans ma vie. Là. C'était vraiment omniprésent. Donc, c'est vraiment ça qu'on ressent beaucoup. Puis, pour les livres qui sont un peu plus thrillers avec de l'action, puis tout ça, j'aime beaucoup le thème de la vengeance. Là. Il se passe quelque chose, est-ce qu'on se venge ou non? Le questionnement de jusqu'où on va, jusqu'où on peut pardonner, comment on est résilient dans les épreuves qu'on traverse. Donc, c'est ça que j'aime aborder comme sujet. Les personnages aussi, dans tes livres, sont souvent confrontés à des défis profonds. Donc, quelle importance accordes-tu à la psychologie, cette fois-ci? Donc, on va s'intéresser au thème de la psychologie, de tes personnages et à leur développement au fil des récits. Bien, je trouve ça vraiment important parce qu'on veut que notre personnage soit profond. Même si dans tous ces livres-là, c'est des adolescents, ça reste qu'ils ont une personnalité. Il faut que le dialogue qu'on leur attribue fonctionne avec leur personnalité. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Dans La pleine lune des fraises, j'ai intégré un personnage. Lui, il a beaucoup d'humour, donc c'est important que je ramène de l'humour à chaque fois qu'il est présent, qu'il parle. Beaucoup de sarcasme. Donc, il faut vraiment, je trouve, que la personnalité se colle et qu'elle se développe, parce qu'en plus, moi, c'est toutes des séries. Donc, il faut vraiment qu'au cours des séries, il y ait de l'introspection, qu'il y ait une volonté d'amélioration de la part du personnage, puis de questionnement justement par rapport à ses choix de vie, puis où ça va le mener. Puis, il y en a qui font des moins bons choix, bien, ça leur mène peut-être moins un bon chemin que les autres. Là. Et justement, par rapport à ça, t'écris donc des romans jeunesse. Est-ce que tu te remets dans la tête de toi-même en étant jeune, par exemple quand tu avais 14 ans pour La pleine lune des fraises, ou comment tu fais pour te remettre dans la psychologie d'un enfant, ou d'un adolescent, qui est quand même assez différent de nos problèmes d'aujourd'hui, on va dire. Oui, c'est vrai, hein? Mais c'est une bonne question, mais j'ai pas à me remettre tant que ça, sauf pour La pleine lune des fraises, parce que le personnage, elle fait du TOC, elle a des troubles obsessifs compulsifs. Moi, j'en faisais quand j'étais jeune, donc c'est sûr que là, c'était basé sur moi, donc je me suis ramenée à ça. Mais pour les autres livres, Gloire, Brûlé, Hackers, qui sont tous des thrillers, pour la plupart, c'est des ados qui ont des problèmes d'adultes, si on veut. Parce que Brûlé, il applique à l'école les pompiers, il apprend des vérités sur la mort de son père qui est mort dans un incendie, il n'est pas mort comme il pensait. Donc, il y a comme une enquête en arrière de ça. Donc, ils ont comme des problèmes d'adultes. Hacker, c'est la même chose, un pirate informatique qui se met dans le pétrin, qui doit sortir du pétrin. Puis Gloire aussi, ils perdent dans le milieu du hip-hop, ils sont très jeunes, ils ont de la difficulté à gérer ça. Donc, mais je trouve vraiment qu'à cause de ça,
ils sont malgré eux propulsés vers un monde adulte où ils devraient pas être. Donc c'est ça mon terme, hein, dans le fond, qui revient aussi, là, c'est que ils ont des gros problèmes graves de danger et qu'ils doivent régler tout ça, mais qui dans le fond, le font que le côté adolescent est peut-être moins présent, tu sais, dans ces livres-là. On le ressent plus dans La pleine lune des fraises qu'elle est plus jeune, elle est en secondaire 2 dans le tome 1. Puis là, par exemple, tu sais, je suis vraiment allée puiser au fond de moi quand j'étais ado. OK. Peut-être pour faire du pouce sur tes questions, c'est peut-être même la question miroir, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une certaine responsabilité que vous avez envers un lectorat qui est plus jeune, et comment tu fais pour justement allier ça? Oui, dans le fond, il faut aller avec notre maison d'édition, comment eux voient les choses. On le sent que, tu sais, il n'y a pas de thèmes abordés qui sont inadéquats. Dans Gloire, il y a un moment où on parle de drogue, mais c'est pas omniprésent. Mais Gloire, c'est quand même un peu plus vieux comme public cible, donc ça a été accepté. Mais sinon, j'essaie de ne pas intégrer non plus des sujets qui vont être... tu sais, dans le fond, on n'ira pas trop dans la violence. En fond, puis on peut aller loin des fois, mais c'est juste qu'il ne faut pas dépasser certaines limites. Mais moi, ça a toujours été accepté et correct, mais il faut faire attention. Même chose pour les scènes qui sont des fois plus garçons, plus filles. Tu sais, mes livres Brûlés, Hackers, Gloire, veut pas, tu sais, ça s'adresse un petit peu plus à des garçons qu'à des filles. On essaie d'être non-genré, mais ça reste qu'on le voit sur la préférence, la page couverture, tout ça. Donc, il faut ajuster un peu le romantisme dans l'histoire. C'est sûr, parce qu'il faut aussi quand même avoir une certaine profondeur pour attirer un lectorat qui est jeune, surtout à l'ère du numérique, où est-ce que déjà un livre, c'est pas nécessairement le premier réflexe qu'un jeune va avoir. Donc, c'est un peu tout ça la balance à avoir, non? Oui, exactement. Mais oui, c'est sûr qu'il faut garder l'attrait. Puis maintenant, les ados, on le dit souvent, ils ont accès aujourd'hui à des séries adultes et à beaucoup d'actions de violence, de scènes extrêmes, là. Donc, pourquoi pas nous? Pourquoi on ne pourrait pas le faire dans les livres aussi? Puis leur offrir le même divertissement, mais par écrit, à la lecture. Et comment tu choisis, dans ce cas-là, l'âge de tes personnages, si ce sont des jeunes qui font face à des problèmes d'adultes? Pour Brûler, c'était par défaut, parce qu'il fallait qu'ils finissent le secondaire et qu'ils appliquent à l'école des pompiers, donc il n'y avait pas le choix d'avoir 16 ans. Pour Gloire, c'est la même chose un peu, parce que je pense que ça serait vraiment difficile pour quelqu'un de 15 ans de percer dans le milieu du hip-hop au Québec, là. Tu sais, je pense pas que ce serait facile de signer un contrat, tout ça. Donc, eux autres, il fallait qu'ils aient 17 ans, puis qu'ils s'approchent de la majorité, parce qu'encore là, si tu peux pas aller faire des spectacles dans les bars, tout ça, si t'as pas 18 ans, donc il fallait vraiment être sur la ligne. Hackers, là, par contre, je l'ai mis, je pense qu'il y a 15 ou 16 ans, là, le personnage dans Hackers, donc ça, si je pouvais jouer un petit peu plus, parce que le piratage informatique, ça peut se faire plus jeune, là, je pense que ça peut rester plausible aussi. Mais je pense aussi que le lecteur... Moi, j'aimais ça, quand j'étais jeune, lire des livres pour plus vieux, là. Tu sais, on se pense plus vieux dans notre tête quand on a 12 ans. C'est vrai. Moi, je l'ai déjà lu des livres adultes, tout ça. Donc, je pense qu'un personnage de 16 ans va aller chercher un lectorat de 10 à 15 ans. Donc, ça fonctionne bien d'avoir de cet âge-là. C'est ce que je me suis dit pour La pleine lune des fraises, elle vit quand même une vie... Elle a 14 ans, mais elle vit une vie presque d'adulte avec sa mini-maison tout en indépendance. Ce serait peut-être le rêve, justement, d'une jeune fille de 14 ans d'avoir un peu cette liberté-là. Je sais pas si c'était ça que tu allais chercher dans C'était vraiment mon rêve. C'était vraiment mon rêve. Puis moi, dans le fond, mes grands-parents avaient une maison. C'était la même chose, là, une maison au bord de l'eau, plus en campagne. Mais nous, c'était dans les Laurentides. Et il y avait une mini-maison, mais c'était pour eux. Tu sais, eux autres, ils vivaient là. Mais moi, je me disais, oh mon Dieu, si je pouvais vivre là, ça serait merveilleux. Tu sais, on rêve tous d'avoir, quand on est jeune, je pense, un petit coin à nous. Puis, j'aurais vraiment aimé avoir ma mini-maison comme Charlotte dans le livre. Très bien. Concernant le processus d'écriture, y a-t-il une routine particulière que tu adoptes, matin, soir ou... On n'a pas le choix d'avoir une routine quand on est auteur, parce que, en fait, je pense que c'est la plus grande qualité d'un auteur. C'est même pas l'imagination, quoi que ce soit, c'est la rigueur. C'est super important parce que personne ne va te dire d'écrire. C'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Après ça, tu sais, surtout ton premier manuscrit, tu n'as pas de contrat encore. Donc, tu sais, si tu n'écris pas, tu vas abandonner. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils veulent écrire puis ils abandonnent en cours de route. C'est vraiment difficile de se rendre jusqu'au bout d'un projet d'écriture, je pense. Dans mon cas, quand j'ai commencé La pleine lune, Les Filles du Phénix, mon premier manuscrit, j'avais tellement peur d'échouer parce que, justement, je savais que c'est quelque chose qui est facile à laisser de côté, finalement, après 1 ou 2 chapitres, puis on n'y revient pas. Donc, j'écrivais tous les jours. C'était vraiment...
j'étais vraiment intense. Je suis quelqu'un qui est capable d'être intense puis d'être passionné, donc je pense que ça m'a beaucoup servi. Donc, puis après ça, c'est resté. Par contre, mes livres, après, ça a été un peu différent où je me disais, tu sais, un livre jeunesse, moi, mes livres vont faire 50 000 mots à peu près. Puis je sais qu'écrire 1000 mots, ça me prend à peu près 2 heures. Donc, je me dis, bon, ben j'essaie d'écrire 1000 mots par jour quand j'écris, quand je suis en période d'écriture. Donc, c'est 2 heures par jour. Mais là, puis j'essaie vraiment de ne pas faire d'exception. Là. C'est la fin de semaine aussi. Sauf que ça reste que, ben après 50 jours, mon livre est écrit. Donc, c'est pas si long, tu sais, mais il faut qu'avant ça, l'histoire soit vraiment... Moi, mes histoires sont très développées avant, là, tu sais, par chapitre, je sais tout ce qui va arriver, je sais comment ça va se développer, donc c'est plus facile. Pour moi, je sais qu'il y en a d'autres personnes qui vont pas suivre de plan. Moi, il me faut un plan assez précis, puis je trouve que pour un thriller, c'est important parce que tu as une fin qui va être un punch, tu as besoin de petits éléments qui vont être distillés au cours de l'histoire, qui vont révéler des choses pour arriver au punch final. Donc, si j'ai pas ça, je vais tout le temps recommencer mon histoire. Ça risque d'être plus difficile. Je pense que pour un livre qui a moins une portion thriller, action, suspense, c'est peut-être moins nécessaire d'avoir un plan, mais dans mon cas, ça m'a toujours servi d'avoir des plans assez détaillés. Puis c'est ça, donc j'ai vraiment une routine d'écriture que quand je suis dans une période d'écriture, c'est tous les jours. Puis si des fois c'est 500 mots, des fois c'est 1000 mots, mais je vais pas arrêter tant que j'ai pas ce nombre-là d'atteint. Puis j'essaie vraiment de m'y tenir, là. Donc, je comprends bien que tu es une écrivaine professionnelle, disciplinée, qui a un programme dans la semaine, dans le mois, et que tu es loin du mythe de l'écrivain qui, dans l'inspiration, tombe à un moment donné du ciel et des pages sont noircies ipso facto. C'est pas cela. Oui, ça l'est pour... c'est une bonne question. Dans le fond, toutes mes idées, ça, c'est la partie que je préfère. Quand j'ai une idée d'un livre, et là, je vais avoir mon petit calepin, puis je vais vraiment noter toutes mes idées, toutes les sortir dans un calepin. Ça, c'est vrai que je vais noircir des pages, puis je vais... Tu sais, des idées qui restent, d'autres qui partent, donc ça va être vraiment être variable. Mais c'est après ça, là, quand l'histoire voit le jour, puis que là, je sens que j'ai vraiment un bon moule, là, après ça va vraiment devenir un peu plus précis. Mais moi, j'ai un travail aussi à temps plein parce que c'est pas facile vivre de ça, écrire des livres au Québec. Donc, j'ai aussi un travail à temps plein. Donc, c'est pour ça aussi que je dois avoir de la rigueur parce que sinon, ben je trouverais jamais le temps. Donc, c'est comme l'entraînement. Il faut trouver le temps de l'intégrer à notre routine et que ça devienne juste un naturel à faire. Et est-ce que tu dois faire beaucoup de recherches pour tes livres, puisque c'est de la jeunesse, donc on pourrait se dire que tu peux être un peu plus loose sur la façon dont tu présentes les choses? Non, en fait, ça me prend beaucoup de recherches, effectivement. Pour Les Filles du Phénix, c'est du fantasy. Tu sais, finalement, on se dit, je pense, ça va être plus simple écrire du fantastique au début, tu sais, pas comme premier livre, mais finalement, tout devient un questionnement. Est-ce que... si je dis l'expression, elle est rose comme une crevette, est-ce que j'ai des crevettes dans mon univers? Est-ce qu'ils sont magiques, mes crevettes? Tu sais, tout devient comme un questionnement. J'ai-tu des chiens? Des chiens sont-ils magiques? Qu'est-ce qui est magique? Qu'est-ce qui l'est pas? C'est quoi les règles? Il faut que ça suive. Donc, c'est important. Donc, à cause de ça, je trouvais que, fallait que je me pose beaucoup de questions. Les méchants sont comment? Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur la mythologie, voir qu'est-ce que je voulais intégrer, puis pas essayer de mettre toutes les mythologies mêlées. Il y a quand même une ligne directrice. Même chose pour Hacker. J'ai rencontré un vrai pirate informatique. Wow. Ouais, j'étais vraiment contente de ça. J'avais un contact informaticien qui m'a mis en contact et dans le fond, j'étais allée à un café puis là, j'ai pu le rencontrer puis poser mes questions. Dans le fond, j'avais vraiment les extraits précis où on parlait de piratage informatique que je lui ai fait lire. C'était drôle parce qu'il était comme... Ah, c'est pas bon. c'est pas bon, mais il était là. C'est pas réaliste. Il était comme une puce informatique. C'est pas ça qu'on dit, là. Tu sais, fait qu'il m'a fait ajuster puis dire les bons termes. Mais c'était quand même réaliste. Ah, d'accord. Ça, j'étais fière de moi parce qu'il y a des affaires que je trouvais un peu tirées par les cheveux. Dans le fond, ce qu'il disait, lui, c'est réaliste, c'est juste que ça prendrait plus de temps à faire. Mais là, dans mon livre, tu sais, il peut pas faire ça pendant 2 mois, pirater un site Internet. Fait que, tu sais, c'est plus raccourci pour les besoins de garder l'action. Mais c'est ça, il disait ça prendrait juste plus de temps. Puis même, il y a une chose qui m'a dit que c'était pas crédible. Un moment donné, dans Hackeuse, au début... le personnage, Alex, va pirater l'ordinateur de son école. Puis moi, je trouve ça tellement simple. Il fait juste changer son horaire de cours parce que ça y tente. Puis je trouve ça cool que lui, il est pas content de son horaire de cours, il change. Mais il était là, ça se peut pas. Comme, je vois pas comment quelqu'un qui connaît pas le logiciel de l'école pourrait rentrer dans l'ordi, changer, il connaît pas ça. Pour moi, ça fait pas de sens. Puis là, je me suis dit, bon, vu que c'est la seule chose, puis que je trouve ça cute, je vais le garder. Fait que ça, j'avoue que c'est pas crédible selon lui. Mais bref, fait que j'ai fait ces recherches-là pour brûler. Dans le fond, mon ancien conjoint était pompier, donc je lui ai posé
100 000 questions. Pour vrai, j'ai beaucoup, beaucoup posé de questions. Je pense que, tu sais, les pompiers, c'est un milieu qu'on connaît pas nécessairement si bien que ça dans les profondeurs de, tu sais, qu'est-ce qui se passe entre eux, puis tout ça. Donc, j'ai posé beaucoup de questions. Puis pour Gloire, c'est sur le thème du hip-hop. Dans le fond, j'ai un ami qui, lui, est producteur de hip-hop. Il produit là, des artistes comme Corias, qui fait la préface de mon livre. C'est lui qui m'a mis en contact avec lui, exactement. Loud, Fouki, il travaille avec plein d'artistes connus. Puis, donc, j'ai pu poser toutes mes questions. Et la pleine lune des fraises, dans le fond, j'ai parlé à ma psychologue parce que je voulais aussi que, tu sais, les troubles obsessifs compulsifs, ça soit crédible. Même si moi, je l'avais vécu, ça veut pas dire que, tu sais, il faut que je le décrive quand même correctement. Donc, j'ai essayé que ça soit bien rapporté. Même si je l'ai vécu, je me disais, il faut quand même que je me renseigne un peu au niveau psychologique. Je veux que ça fasse du sens. Puis, il y a mon livre sur le cancer dont on va reparler plus tard, je pense, mais qui sont des témoignages. Mais là, j'ai moins eu besoin de recherche parce que c'était des témoignages. Mais oui, donc à chaque fois, on dit, hein, les auteurs vont écrire sur ce qu'ils connaissent. Fait que moi, je me suis dit, je vais aller chercher mes contacts autour de moi, puis j'allais aller apprendre qu'est-ce qu'eux savent, puis pouvoir le mettre dans un livre. Oui, j'allais demander, c'est quoi, à ton avis, le rôle de la littérature pour un jeune, ou pas nécessairement le rôle, mais quand tu écris un livre, est-ce que tu as en tête l'idée que tu as envie que ça ait comme impact chez ton lectorat? Oui, absolument. Mon impact, c'est que je veux juste faire aimer la lecture. Puis, je sais qu'il y a d'autres auteurs qui ont d'autres buts, puis c'est parfait pour eux, mais moi, mon impact, c'est ça. Je veux qu'ils aiment ça. C'est pour ça que je ne cherche pas à passer des messages tant que ça dans mes livres. Là, on est vraiment dans l'action, on est vraiment dans... Tu sais, c'est ça, il n'y a pas de grands messages et de fables et de morale à la fin. Là, c'est parce que... c'est important, la lecture, puis ça part de tout le reste de la vie, de comment tu vas être bon à l'école, puis de comment tu vas-tu lire un manuel plus tard quand il va falloir que tu fasses un mode d'emploi, puis de... L'autre jour, j'ai une amie, elle m'a dit, je t'allais mettre de l'essence, puis elle n'avait pas de permis de conduire, c'est nouveau, elle a fait son permis de conduire, puis c'est la première fois qu'elle mettait de l'essence dans une auto. J'ai dit, mon Dieu, j'avais oublié la première fois que moi j'ai mis de l'essence, mais en tout cas, elle est allée mettre de l'essence, puis elle m'a dit, je savais pas comment, mais il est écrit sur la... Faut juste le lire. Mais les gens, souvent, prennent pas la peine de lire. Donc, j'aimerais juste ça, que les gens lisent plus, puis lisent plus dans le... Chacun va trouver quelque chose qu'il va aimer. Tu sais, souvent, les gens, j'aime pas lire, mais t'as peut-être pas trouvé encore, tu sais, qu'est-ce qui t'attirait, mais c'est sûr que t'aimes lire. Tu sais, c'est juste qu'il faut que tu trouves c'est quoi, toi. Tu sais, si tu les bandes dessinées, c'est pas obligé d'être des gros romans, tu sais. Donc, je voulais vraiment juste faire développer le goût de la lecture aux jeunes. Et je pense que c'est tellement important. Ça me rappelle une anecdote personnelle où est-ce qu'en fait, j'étais, je pense, en 4e année du secondaire, du primaire, pas du secondaire, du primaire. Et ma professeure, Madame Marie, c'était ça, son but en tant que professorale, sa mission éducative, c'était de s'assurer qu'elle nous donne l'opportunité d'aimer lire. Et donc, elle nous disait carrément que on va voir des fractions, on va étudier la géométrie, on va faire toutes ces choses-là, et c'est important. Mais s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon cours, c'est cet amour pour la lecture. Et j'avais lu le nom du livre, c'était... le petit ballon rouge du petit chat gris. Et c'est vrai que ça m'a tellement marqué que depuis, j'aime beaucoup ça lire, je lis souvent, même dans notre mode de vie où est-ce qu'on est, notre attention est fragmentée et on est tellement occupé tout le temps. Je lis dans le métro, je lis avant de dormir, je m'endors en lisant, mais on dirait que quand je sors de chez moi sans mon livre, je me sens quasiment nue. Et je pense que c'est pas inné, c'est quelque chose qu'on m'a appris. J'ai vu des gens autour de moi lire, j'ai vu que c'était valorisé. J'ai eu des professeurs, des autrices, des auteurs comme vous qui écrivent des livres qui, justement, m'ont accroché. Et je trouve que c'est... En tout cas, merci de faire ce que vous faites parce que c'est très important. Merci, mais ça me fait vraiment plaisir. Puis, je le ressens dans les salons du livre. Les jeunes viennent me voir, puis ça, c'est vraiment ma paye pour moi. Là, c'est le fun. J'aime ça. Parce que sinon, j'ai moins le pouls. Les ados, gars, vont moins prendre le temps d'écrire qui a lu mon livre, qui a aimé ça, mettons. Fait que j'ai moins d'écho. Fait que là, c'est là que je les rencontre, puis que je le ressens. Mais je trouve vraiment que c'est important. Oui. Tes livres sont disponibles dans les écoles?
Oui, beaucoup. Oui, Ok. je sais qu'ils sont dans beaucoup de bibliothèques, sont très, très accessibles. Oui. D'ailleurs, Hackers a été longtemps utilisé pour des travaux d'école, j'ai su, là, pour les programmes scolaires, oui. Donc, inscrit au cursus quasiment Je sais pas. Je pense du que les programme. professeurs, des fois, peuvent juste choisir les livres qu'ils veulent. Ok. Puis j'avais entendu dire que sur Facebook, il y a un groupe de tous les enseignants du Québec. Là. En tout cas, il y a beaucoup d'enseignants là-dessus. Puis il y a une fille qui avait déposé qu'elle avait fait... elle avait bâti, dans le fond, son travail scolaire sur Hackers, puis elle l'a déposé pour que les autres puissent l'utiliser. Puis je sais que ça a été très connu, là, parce que Copybec, on reçoit comme un salaire, un peu des droits d'auteur de Copybec, qui sont les enseignants, qu'est-ce qu'ils impriment dans les écoles. Puis je l'ai vu, là, que j'avais reçu comme plus d'argent de ça, là, Wow! de Hackers, oui. Ok. Et j'aurais aussi une petite question par rapport donc, tu as commencé à écrire quand tu étais adulte. Alors, pourquoi avoir voulu... Donc, tu as dit que tu aimais la fantaisie. Est-ce que tu le lisais donc, en tant qu'adulte et tu as voulu l'adapter à la jeunesse? Ou pourquoi avoir voulu écrire pour la jeunesse en étant adulte, alors que j'imagine que c'était pas nécessairement ce que tu lisais à ce moment-là? C'est vrai, c'est une bonne question, hein? Puis je lis même pas tant que ça du jeunesse, mais je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui lisent du jeunesse. Ma première série, le fantastique, je pensais vraiment... Je voulais écrire du fantastique. Il y avait Harry Potter. J'avais vraiment adoré Harry Potter, donc je voulais rester dans cette veine-là. Donc c'est pour ça que j'ai écrit Les Filles du Phénix. Puis dans le fond, ce qui est arrivé... Tu sais, Les Filles du Phénix, ils disent c'est jeunes adultes. Donc c'est comme 16 ans et plus. Puis j'ai aimé ça parce que dans les salons du livre, les ados, ils viennent te voir, mais les adultes, ils sont plus gênés, ils viennent moins te voir. Fait que je pense que c'est vraiment juste à cause de ça qu'après, je me suis dit, j'aimerais ça continuer, tu sais, pour jeunes adultes, adolescents, j'aime le public cible, la clientèle. Puis ma maison d'édition, ils ont dit, ben là, on aimerait ça republier avec toi, mais le fantastique, le fantasy, c'est plus à la mode. Ça reste des modes. Tu sais, il y avait eu Harry Potter, il y a eu Twilight, bon, il y a eu un peu de zombies, tout ça, les loups-garous, les vampires. Puis là, ce qui fonctionne en ce moment, c'est du concret, c'est du réel. Et là, je me suis dit, mais j'aime ça, moi, avoir de l'action, du danger. Comment je peux faire pour intégrer du danger à une histoire d'adolescent? Puis c'est là que m'est venue l'idée du piratage informatique. Puis après ça, c'est juste rester. Après ça, je me suis dit, ben je vais rester dans cette veine-là. Tu sais, ils ont l'air d'aimer ça. Je vais... Donc, c'est pour ça que mes 3 séries... Hackers, Brûlé, Gloire, c'est vraiment dans le même public cible, même jeunesse. Mais c'est une bonne question, c'est vrai. Après ça, La pleine lune des fraises. Mais tu vois, mon prochain livre, c'est pour adultes. Donc, je vais changer. Mais ça reste qu'on dit souvent aux auteurs de garder un peu ton créneau, tu sais, parce que si tu veux vendre des livres, à un moment donné, c'est mieux de garder ton créneau. Mais veux pas, je crois qu'on veut évoluer, on veut aller toucher à d'autres choses. Et là, je vais essayer autre chose aussi. Justement, pour changer de registre, Isabelle, tu es membre de l'équipe de patients accompagnateurs mise sur pied par le programme Espace Partenaire en oncologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Oui. Peux-tu nous présenter brièvement donc, le jour où j'ai eu un cancer, son témoignage d'espoir, et nous expliquer ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Oui, absolument. Bien, j'ai pas le choix de parler de moi, plus personnellement pour ce livre-là. Donc, le jour où j'ai eu un cancer, dans le fond, moi-même, j'ai eu un cancer en 2019, un cancer du col de l'utérus. Et suite à ça, j'ai eu des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie, de curithérapie. Je me suis fait opérer et j'aurais aimé ça, avoir de l'accompagnement parce que j'avais 34 ans puis je me sentais vraiment seule là-dedans. Et j'ai demandé à avoir de l'accompagnement avec la Société canadienne du cancer. Ils ont un programme de jumelage et ils ont dit, bien, il n'y a personne qui a un cancer comme le tien en ce moment qui peut accompagner. On n'a pas personne. On a juste des gens, mettons, de cancer du sein. Donc, j'ai pas eu personne et je me suis vraiment sentie seule. Puis je trouve que j'ai pas si bien... Je trouve que j'étais très fâchée d'être malade. Tu sais, j'aurais pu avoir plus de résilience, être plus relax avec tout ça, puis à regarder à rebours, j'étais comme, ça aurait pu peut-être mieux se passer, tu sais. Donc, une fois que j'ai fini mes 2 années de traitement, c'était quand même long, c'est là que je me suis dit, je pourrais, moi, faire de l'accompagnement parce que j'aimerais ça que s'il y a des gens comme moi qui ont un diagnostic de cancer qui puissent être accompagnés parce que moi, j'ai pas eu la chance de le faire. Et là, mon radio-oncologue a dit, bien, on a un programme, justement, là, veux-tu te joindre à nous? J'ai accepté. Et donc, je me suis retrouvée avec plein de bénévoles qui font de l'accompagnement, qui ont toutes sortes de cancers différents. Donc, moi, dans le fond, je me prétends pas infirmière du tout. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'accompagne des femmes qui ont des cancers similaires aux miens ou des traitements similaires aux miens. Je leur parle. Dans le fond, ils viennent d'avoir le diagnostic. Puis, on va juste démêler tout ça parce qu'au début, le choc est tellement grand.
on devient comme confus. C'est plus difficile d'être concentré. Justement, c'est plus difficile de lire des longues histoires. Donc, je me disais, quelle formule? Tu sais, quand je me suis mis à être bénévole puis à accompagner les gens, je me disais, j'aimerais ça écrire un livre sur le cancer parce que c'est un autre sujet. C'est tellement gros, c'est tellement une grosse partie de ma vie. Mais je ne savais pas comment, jusqu'à ce que je me dise, je vais écrire le livre que j'aurais voulu avoir, moi, quand j'ai eu mon diagnostic. Et ce livre-là, dans le fond, il fallait qu'il soit par de courtes histoires parce que j'avais vraiment une capacité de concentration très, très, très minime. Et pour les gens qui ne pourront pas être accompagnés, mais ça va être comme un petit accompagnateur de poche. Donc, qui de mieux que de me donner leurs histoires, que tous les bénévoles avec qui je travaille. Ce sont toute l'équipe de bénévoles, dans le fond, que j'ai rencontrés et qui ont gentiment accepté de me donner leurs histoires, leurs témoignages. Et donc, c'est ça que j'ai pris pour faire le livre. Wow! C'est tellement touchant comme histoire. Merci de partager. Ça me fait plaisir, merci. Merci. Ça avec nous. Et on a parlé un peu du livre quand on préparait l'émission. Puis c'est vrai que c'est très touchant parce que c'est court, mais on trouve cet équilibre entre la profondeur des moments, justement, que ça implique de vivre une épreuve comme ça, sans nécessairement que ça devienne lourd. Même en étant quelqu'un qui est pas vécu ça. Donc, merci. Merci. En fait, comment tu as sélectionné les personnes, donc les 100 histoires? Et d'ailleurs, pourquoi c'est 100, c'est pas plus ou moins? Oui, c'est vrai. Quand j'ai soumis l'idée à ma maison d'édition, ils ont dit que c'était une bonne idée, mais parce qu'on voulait des illustrations. Il y a des illustrations en couleur dans le livre, et ils ont dit... ça coûte cher, de la couleur. Hein, dans un livre, ça coûte très cher. Donc, sur le coup, ça n'a pas été accepté. En fait, ils ont dit oui, mais ils ont dit qu'il faut avoir aussi un partenaire, quelqu'un qui croit au projet, qui va accepter comme d'investir. Là. Il faut une commandite. Donc, là, je me disais, mon Dieu, j'ai jamais fait ça. Donc, c'est là que j'ai approché, dans le fond, ceux pour qui je suis bénévole, qui ont fait des accompagnements, l'Espace partenaire en cancérologie, et eux ont accepté de commanditer le livre. Donc, j'étais vraiment contente de ça. Et ensuite, j'ai fait mes rencontres avec les gens. Puis eux-mêmes, quand on accompagne quelqu'un, on se rend compte qu'il y a certaines histoires qu'on peut raconter qui touchent particulièrement les gens qui sont atteints. T'sais. Donc, je me disais, ils vont me raconter l'histoire qu'ils sont habitués de raconter, qui savent que ça a un impact sur les gens. Mais initialement, j'ai récolté 150 témoignages, puis j'ai soumis les 150, et ensuite, ma maison d'édition en a sélectionné 100. Je pense qu'ils en ont pris... Le chiffre 100, c'est parce que ça sonne bien, je pense, un chiffre rond. Le nombre de pages fonctionnait, le budget fonctionnait avec 100 histoires, donc c'est vraiment ça la raison des 100 histoires. Mais j'ai même dit, parce que là, on se dit, après avoir fait le livre, après l'avoir soumis à l'Espace partenaire en cancérologie pour qu'ils le lisent, ça, il fallait quand même qu'ils approuvent, tu sais, on aurait pu mettre telle histoire, puis là, je disais, on peut faire un tome 2 peut-être un jour, mais tu sais, pour l'instant, il faut vraiment s'y tenir à 100 témoignages. Oui, le cancer est un sujet extrêmement sensible, donc comment tu as pu aborder, donc avec nécessairement la délicatesse qu'il faut pour, tout en respectant aussi le vécu de chacun des personnes qui ont voulu te raconter leur histoire. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était que il y avait beaucoup d'histoires qui étaient plus négatives. Ce qui est normal, là, on a un cancer, il y a plein de choses qui se passent qui vont moins bien. Il y a quand même une section qui s'appelle « Les complications » dans le livre, mais des fois, on peut avoir vécu des erreurs médicales, on peut avoir vécu des choses plus difficiles. Fait que j'essayais, quand dans les rencontres de groupe, je trouvais qu'il y avait des histoires comme ça qui ressortaient plus. C'était moins l'angle que je voulais parce que mon but, c'est pas de décourager quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic de cancer. Puis moi, en faisant de l'accompagnement, je me rends compte que les femmes que j'accompagne ont souvent vraiment une meilleure approche que j'ai eue moi-même. Donc, je veux pas décourager quelqu'un. Je voulais que les gens se fassent leur propre idée. Donc, le côté difficile de ça, des rencontres que j'ai eues, c'était de dire, tu sais, on parlera pas des erreurs médicales, je veux pas aller là. Je veux aller vraiment plus dans vos histoires que vous sentez que... Mais finalement, après ça, ça allait bien parce que quelqu'un dit une histoire, puis là, l'autre personne, ça lui fait penser à d'autres choses, va faire du rebond là-dessus, puis finalement, ça devenait comme une discussion, tu sais. Donc, finalement, ça a bien été. On a eu fait quelques rencontres, puis j'ai réussi à avoir tous ces témoignages-là en seulement quelques rencontres, là, donc c'était vraiment apprécié. Puis c'est des gens aussi que je côtoyais. Tu sais, nous, on a souvent des rencontres de groupe, on a des formations de l'amélioration continue pour faire des bons
des bons accompagnements de patients. Donc, vu que je les connaissais déjà, bien, c'était plus facile d'avoir un aspect où ils se sentent en sécurité, tu sais, où ils sentent qu'ils peuvent livrer leur témoignage. Mais oui, mais je dois vous dire, par contre, que quelqu'un qui a eu un cancer, habituellement, il veut en parler. C'est pas quelque chose qui est tabou, parce que on se fait pas souvent demander comment ça s'est passé, toi, ton cancer. Moi, je me suis jamais fait poser cette question-là, puis ça reste un gros trauma en nous. Fait que si quelqu'un nous ouvre la porte pour parler de ça, habituellement, les gens sont contents de se confier puis de parler quelque chose, tu sais, qui les a bouleversés souvent, là, tu sais. Donc, c'était facile d'obtenir leur histoire. Ces personnes t'ont raconté leur histoire d'une façon orale. Oui, et tu as joué l'écrivain public pour tout transcrire. Oui, ça, je trouvais ça important. Au début, il me disait, on pourrait t'envoyer nos histoires, tu sais, si ça nous vient en tête, on pourrait te les envoyer par courriel. Puis j'étais là, non, tu sais, je pense que c'est important. Parce que ça reste que je suis une auteure, c'est le livre que j'ai écrit, c'est le livre dont j'ai soumis l'idée, puis je voulais pas qu'il m'envoie un texte, puis que là, je dois modifier le texte pour que ça devienne mon texte. Je trouvais ça un peu touché, donc j'ai demandé vraiment à ce que ce soit des rencontres, que ce soit tout oral, afin que ce soit vraiment moi qui l'ai composé, là. Sinon, ça serait devenu différent, là, comme... ça n'aurait pas donné le même résultat, là. Ça aurait été leurs mots, puis c'était pas ça qu'on voulait. On voulait une ligne directrice de toutes les histoires ensemble. Et puis, tu leur as assuré l'anonymat. Donc, les histoires, on comprend qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, mais c'est rendu anonyme. Oui, on a mis ça anonyme. Je pense pas que les gens, ça leur aurait dérangé si j'avais mis leur nom, mais on voulait que les gens qui le lisent se sentent interpellés, peu importe qui a fait l'histoire. Donc, à la fin, dans les remerciements, ils sont tous nommés, mais dans l'histoire, on ne sait pas qui est qui, par contre. Est-ce que ça a été thérapeutique de faire cette... Je dirais que j'ai trouvé ça quand même difficile, parce que ça reste que... Moi, ça fait 5 ans là, que j'ai terminé... Tu sais, je suis en rémission depuis 5 ans, donc c'est vraiment derrière moi. Mais là, ça me replonge là-dedans. Donc, ça reste émotif, puis ça reste pour moi une expérience qui a quand même été traumatisante. J'ai perdu beaucoup de choses là-dedans, je trouve. Tu sais, aujourd'hui, je suis heureuse, je vais bien, tout ça, mais j'aurais pu m'en passer quand même. Donc, c'était difficile de s'y replonger, mais thérapeutique, oui, en fait, c'est que ce groupe-là, je le trouve merveilleux, tu sais. Donc, j'étais contente d'entendre leur histoire, j'étais contente de me dire, enfin, je peux donner un sens au cancer, parce que pendant longtemps, j'étais juste fâchée d'avoir été malade. Puis là, tu sais, au lancement, tout le monde était là, puis j'étais, tu sais, pour une fois, je trouve qu'il y a du beau là-dedans, puis ça m'a vraiment beaucoup amené de guérison, tu sais, de paix puis de résilience par rapport à la maladie. C'est quoi justement la question que tu leur as posée lors de pour recueillir ces témoignages? Parce qu'il y a cette temporalité du jour. Est-ce que chacun t'ont vraiment parlé d'un jour ou c'était quoi la question que tu leur as posée? Oui, bien, je leur ai expliqué un peu le principe. On avait déjà le principe de le jour où, puis là, on veut un peu que les gens nous donnent des petites anecdotes. Mais je pense que ça venait naturellement que quelqu'un me disait « Ah, moi, j'aurais voulu perdre mes cheveux. » Puis là, j'étais « Ah, j'aurais voulu perdre... » Il y a une histoire là-dedans, c'est ça, tu sais, Puis elle dit « Moi, j'avais des petits cheveux minces. J'aurais aimé ça que ça repousse plus dru. » Puis « Ah, ouais, OK. » Puis là, quelqu'un d'autre « Ah, moi, je voulais pas les perdre. » Puis là, ça... Tu sais, c'est vraiment de cette façon-là. Mais non, sinon, c'est ça. C'est comme ça je leur ai demandé. Mais c'était vraiment comme une discussion, puis tout déboulait. Puis là, moi, il m'est arrivé ça. Moi, il m'est arrivé ça. Puis c'était vraiment... Pour vrai, c'était quand même plus facile que je pensais là, d'obtenir tous les petits témoignages. En fait, ce qui était plus difficile, c'est que les gens sont habitués de donner un récit de vie. Mm-hmm. Mais là, je voulais des petites choses. Tu sais, je voulais des petits moments clés. Des petites choses qui se sont arrivées, mais je pense que c'est justement en parlant, c'est là que tu te rappelles, tu sais, ah oui, moi, il m'est arrivé ça, j'ai fait ça. Donc, c'est l'aspect de groupe. Je pense que si j'avais eu juste des entrevues, une personne avec une personne, ça aurait été vraiment plus difficile parce que là, ils m'auraient raconté vraiment leur récit de vie complet, puis j'aurais pas eu les anecdotes qui étaient plus que ce qu'on voulait aller chercher. Est-ce qu'il y a un témoignage particulier que tu aimerais nous lire? Oui, attendez, il faut que je le trouve. Bien, je vais lire celui sur les papillons, parce que je le trouve touchant. Oui. Le jour où j'ai vu un papillon, je venais d'annoncer la nouvelle à ma meilleure amie. C'était le début de l'été. Nous étions toutes les deux assises dans sa cour, 2 verres de vin blanc posés devant nous. J'essuyais mes larmes doucement pendant qu'elle tentait de me réconforter. Soudain, un papillon est venu se poser sur mon épaule. Il s'est ensuite mis à tournoyer autour de nous jusqu'à ce que le soleil se couche. Le lendemain, un autre papillon aux couleurs magnifiques est venu volter près de moi pendant que je déjeunais sur ma terrasse. Étrangement, tout au long de mes traitements, j'ai vu des papillons virevolter près de moi. J'aime penser que c'était un signe de ma grand-maman décédée
qui veillait sur moi à sa manière. Puis ça, c'est un de mes témoignages. J'ai quelques témoignages qui sont à moi dans le livre. Puis ça, c'est mon histoire à moi. Donc, j'ai de la misère à le lire sans avoir les yeux, les larmes aux yeux à chaque fois. C'est une histoire qui me touche beaucoup parce que ça m'est vraiment arrivé. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Et est-ce qu'il y a une temporalité qui est différente pendant le cancer qui fait que tu as choisi justement de dire le jour où? Enfin, comment t'es venue l'idée du le jour où? Je trouvais que quand tu te fais annoncer que tu as un cancer, c'est vrai. Tu sais, il y a déjà eu une annonce où on voyait que tout le monde tombait à la renverse, puis c'est vraiment ça que ça fait, tu sais. Fait que tu vis ta vie, puis après ça, il va y avoir un avant et un après pour le restant de tes jours pour le cancer. Comme beaucoup d'autres traumas, mais le cancer, il y a vraiment quelque chose avec ça où on ne sait plus si on va vivre ou non. Tu sais, on voudrait tellement que quelqu'un nous dise qu'on ne mourra pas, puis personne ne peut nous dire ça. Donc, je pense c'est pour ça que le livre s'appelle « Le jour où j'ai eu un cancer », parce que ça commence au moment du diagnostic au jour 1. Puis après ça, c'est ça. Donc, ensuite, c'est vraiment le jour où, dans le sens que le jour où j'ai bu un pina colada. Donc, c'est vraiment dans le sens que, moi aussi, il m'est arrivé ça ce jour-là. Moi aussi, il m'est arrivé ça. Donc, c'est plus une expression que je voulais qu'on aille comme thème dans le livre. J'ai l'impression aussi que ça rend ça... Et en ayant en tête le fait que, que tu l'as écrit vraiment parce que c'est le livre que tu aurais aimé avoir. C'est un compagnon un peu pour te sentir moins seule. J'ai l'impression que ça fait aussi en sorte, puis de par le fait que c'est fatigant physiquement aussi, comme tu l'as dit, c'était difficile de se concentrer, ça fait des histoires courtes, mais aussi quand on lit le titre, on dirait que c'est facile de dire, OK, là, aujourd'hui, je suis pas dans le mood de lire celle-là, OK, je change. Enfin, moi, c'est comme ça que je me suis sentie, même en le lisant, dans le sens où, pas que j'avais pas envie, je l'ai lu quand même de manière très linéaire, mais c'est vrai qu'au début, quand je l'ai pris, j'ouvre, parfait, je vais lire la page où j'ai ouvert, je feuillette un petit peu, tiens, ça me semble intéressant, qu'est-ce qui est écrit? Et ça fait en sorte que c'est un livre, j'ai l'impression, qui est pas nécessairement à lire de manière linéaire. Il y a une forme peut-être de liberté ou de libération dans ça? Absolument. Je trouvais que... Moi, j'en ai cherché de la littérature quand j'ai eu mon diagnostic. Puis je trouvais que des livres, justement, linéaires, avec des gros chapitres et beaucoup d'informations. Sinon, c'était beaucoup d'informations, ou quoi manger quand on a un cancer. C'était très spécifique. Je me disais, c'est pas ça que je veux savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va m'arriver à ma première journée de chimio. Puis ça, c'est des questions qu'on me pose quand j'accompagne des patientes. C'est ça qu'ils me demandent. C'est quoi une curithérapie? Je comprends pas, qu'est-ce qui va m'arriver. Fait que je me disais, sous forme d'anecdote, ça va être bien. Puis oui, effectivement, c'est ça, c'est un livre... on appelle ça un livre de bol de toilette, là, parce que dans le sens, on peut le laisser dans la salle de bain. Puis, c'est un livre qu'on peut laisser traîner, puis que les gens vont prendre, puis ils vont lire 1, 2 histoires, puis ils vont le remettre de côté. Puis moi, j'avais vraiment... Moi, qui est une grande lectrice, je n'étais plus capable de me concentrer. Puis encore aujourd'hui, je repense à ça, puis c'était vraiment vivide là, que on m'expliquait des concepts simples et je n'arrivais plus à les comprendre. C'était fou, ça. Donc, je me suis dit, là, il faut quelque chose que si la personne elle a juste l'énergie pour lire une histoire, bien, ça va être suffisant. Puis c'est pour ça que je me disais, c'est la première fois que je ne peux pas faire un livre où il y a des chapitres. Tu sais, ça va être... Tu sais, parce que c'est... On n'est pas capable. J'ai même... ça, c'est une histoire qui n'a pas été prise, mais j'ai la chef, en fait, de l'espace partenaire en cancérologie m'a donné quelques témoignages. Sandy Auberois, et elle m'avait dit à un moment donné, elle a eu le diagnostic du cancer du sein la même journée que sa sœur. Elle aussi, elle a eu un diagnostic, oui. Et les deux, après quelques mois, étaient à l'épicerie, puis ils se souvenaient plus du nom de aucun fruit et légumes. Mais c'est vrai, ça... On devient comme dans un brouillard cérébral qui fait qu'on se souvient plus de rien. Puis c'est vraiment étrange. Donc, je me disais, il faut vraiment que ça puisse, tu sais, que les gens qui sont dans ce brouillard-là, ça leur convienne, ce livre-là. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment des formules courtes. Okay. Puis, c'est aussi pour les prochains dents. Là, je sais que depuis tantôt que je parle des gens qui sont atteints de cancer, mais c'est aussi pour ceux qui les aident aussi. Puis, eux aussi sont fatigués souvent, puis ils donnent au-delà de leur énergie, tu sais. Fait que il y a beaucoup d'histoires là-dedans, je trouve, qui sont pour les prochains dents, là, pour les aider aussi là-dedans, puis l'aider à se retrouver. Puis souvent, on pense pas à eux, puis c'est normal parce que c'est la personne malade qui reçoit beaucoup de tout l'amour, tu sais. Puis, je me dis, eux autres aussi, j'aimerais ça qu'ils puissent se retrouver là-dedans puis qu'ils puissent se sentir inclus, tu sais, puis important. Oui. Est-ce qu'il y a des
de retour de la réception du livre, malgré que ça fait pas longtemps, il est sorti en janvier 2025? Oui, ça fait vraiment pas longtemps, hein? C'est très récent. Oui, j'ai eu des retours, j'ai eu des beaux témoignages. Je suis vraiment contente, là. Je me trouve vraiment chanceuse. Des gens même qui m'ont écrit, que je connaissais même un peu de loin, qui m'écrivent ma conjointe a un cancer, j'étais pas au courant, puis là, j'ai acheté ton livre, ça nous fait beaucoup de bien. J'ai un collègue qui m'a appelé cette semaine, qui m'a dit ma conjointe a eu un cancer il y a 10 ans, mais j'ai acheté ton livre, on l'a lu, on a beaucoup aimé. Puis ça, j'étais comme, oh wow, tu sais, j'avais pas pensé. Il dit, on aurait aimé ça l'avoir pendant, tu sais, aussi. Donc ça m'a beaucoup touchée. Mais à date, tous les retours sont positifs. Je me trouve vraiment chanceuse de ça, là. Très bien. Je rappelle le titre, Le jour où j'ai eu un cancer, son témoignage d'espoir, paru aux éditions Artubise. Passons à un autre titre, le titre Brûlé, donc, qui évoque une autre image forte. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour aborder donc ce thème d'écriture de scènes intenses où on parle de souffrance et de résilience? En fait, même le titre Brûlé, parce que c'est 3 tombes, hein, donc on a premier degré, qui est le tome 1, deuxième degré, troisième degré, donc j'aimais beaucoup la petite thématique. Mais Brûlé, c'est un titre qui a failli être refusé au départ. Moi, j'aime ça des titres courts, puis Brûlé, Hackers, Gloire, je trouvais ça le fun, que ça soit tout comme ensemble. Puis ça a été refusé parce que ça avait une connotation négative, que brûler, ça peut être négatif. Donc, j'étais là, OK. Fait que là, finalement, j'ai comme insisté, j'ai tenu mon... Fait que finalement, ça a été accepté. Mais c'est aussi que tous les autres mots, ça avait une connotation... c'est un peu sexy. Tu sais, quand on parle torride, ardent, tu sais, tous les mots qui sont reliés à ça qui vont faire référence à un autre genre de littérature. Ça aurait induit en erreur un peu. Surtout les enfants. Oui, c'est ça. Donc, tous les mots à lesquels on essayait de penser, ça fonctionnait pas pour... Donc, on a gardé brûlé, finalement. Mais c'est vrai que c'est un mot qui est quand même fort. Tu sais, je suis consciente de ça. Mais ça reste que, tu sais, pour avoir été la conjointe d'un pompier pendant 10 ans, c'est vrai, tu sais, qu'ils mettent leur vie en danger, puis c'est vrai qu'il y a un risque qu'ils soient brûlés, puis qu'ils se blessent, tu sais, puis c'est un travail que je pourrais jamais faire, tu sais, c'est tellement impressionnant, j'ai tout mon respect pour ceux qui font ça, donc je trouvais ça important, qu'en fait, que oui, c'est vrai qu'il y a un risque. Brûler, c'est comme, ce que je me suis fait dire, c'est que, tu sais, on va garder le titre, mais on dirait que la connotation négative, c'est que quelqu'un pourrait être blessé, puis j'étais comme, c'est quand même ça, tu sais, c'est quand même ça qui pourrait arriver. Donc, j'étais contente que finalement, ils acceptent pour, tu sais, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Je trouvais ça le fun aussi de pouvoir utiliser ce thème-là. Mais ouais, donc c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que je suis très fière de cette série-là. Très contente. Pour parler d'un autre titre, La pleine lune des fraises a également rencontré un franc succès auprès des jeunes où il y a une alliance entre la poésie et réflexion sur l'adolescence. Oui, la poésie, moins. C'est-tu Gloire, sinon? Ou c'est La pleine lune des fraises? Parce que Gloire, il y a un petit peu de poésie dans le sens de hip-hop et tout ça, où il y a des chansons. Mais pour La pleine lune des fraises... ça, c'est mon livre qui est... Tu sais, je trouvais que j'étais vraiment pas dans les livres personnels. Brûlé, Gloire, Hackers, tu sais, je parle pas de moi du tout. Il y a aucun personnage qui me ressemble là-dedans. Tu sais, des fois, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Mais La pleine lune des fraises, tu sais, Charlotte, elle me ressemble vraiment beaucoup, là. Tu sais, ça reste quelqu'un, tu sais, que quand elle était jeune, elle était anxieuse, elle comprend pas trop ce qui arrive. Elle va avoir la chance d'avoir plus d'aide que ce que moi j'ai eu. Mais aussi, elle va avoir je trouve, par contre, que, tu sais, elle prend sa vie en main. Tu sais, ça reste toujours romancé. Puis il y a une section qui m'appartient jamais. Tu sais, c'est jamais entièrement moi, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec ce personnage-là, Charlotte, tu sais, je trouve qu'elle est capable d'évoluer, puis de s'adapter aussi avec sa vie de famille, à sa mère et tout ça. Donc, c'est une histoire qui me touche particulièrement, tu sais, parce que, justement, c'est un personnage dont je me vois beaucoup en elle. Et dans la littérature jeunesse, ce qui me fascine, c'est que les codes, ils sont un peu tous brisés. C'est-à-dire que tu peux écrire plein de « i » si tu as envie d'écrire plein de « i » dans un mot, avec plein d'exclamations, plein de points d'interrogation, etc. Donc je me demande quel est ton rapport à ça et ton influence, notamment dans tes livres que tu fais même pour adultes, comme Le jour où j'ai eu le cancer, qui est un format quand même particulier, comme on disait, pas linéaire. Genre, c'est quoi ton approche à l'écriture? Est-ce que c'est plus libre, tu trouves, dans la jeunesse?
C'est vraiment plus libre. Je pense que pour les livres adultes aussi, par contre, on peut déborder un peu. C'est la première fois, par contre, avec Gloire, là, je commençais à écrire moins tu sais, le passe à l'imparfait, là, puis tout ça, puis au jeu. Ça, c'est pas encore au jeu, mais ça, c'était vraiment au jeu puis au présent. Donc ça, c'était ma première fois, là, vraiment plus concret, parce qu'habituellement, j'étais plus dans un style à la Harry Potter, si je peux dire. Et là, c'est la première fois où dans Word, j'avais plein de mots qui étaient soulignés en rouge parce qu'ils sont mal écrits, parce qu'on écrit comme on le parle. Puis là, j'avais peut-être un petit toc, justement, mais ça me dérangeait. J'étais comme, je suis plein de fautes. Dans le fond, c'était voulu. Donc, mais moi, j'ai vraiment aimé ça, par exemple, parce que justement, je pouvais me laisser aller puis vraiment parler comme je voulais. Puis mon prochain livre aussi, qui va être pour adultes, je me suis quand même aussi permise d'avoir du joual, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, donc, je trouve ça le fun, ça. Puis ma maison d'édition, ils l'ont lu. Je leur ai soumis la première moitié, puis ils ont dit on aime ça, on embarque. Tu sais, donc, j'étais contente, ils vont me le permettre. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un questionnement quand tu écris un livre de est-ce que tu vas l'écrire au présent ou au passé simple? Est-ce que tu vas l'écrire au jeu, tu sais, ou toi? Donc, c'est tout le temps différent. Puis ça a un grand impact quand même. Là. Les gens vont choisir leur livre des fois en fonction de ça. Donc, il faut quand même faire attention. Tu sais. Puis, tu sais, les ados, ça reste le présent, puis parler au jeu. C'est quelque chose qui les rejoint plus, là, j'ai l'impression. Mais c'est exactement... On dirait que quand tu as dit que, justement, tu l'as écrit au jeu et que c'était une histoire qui était... que justement, que tu t'es permise d'utiliser un peu plus du joual, on dirait que je me dis, ça sert ta volonté, quelque part, de rejoindre le plus de jeunes possible, parce que c'est plus facile quand on lit au jeu de se dire, tiens, peut-être que j'ai senti quelque chose de similaire, je m'identifie plus au personnage, et c'est vrai que j'ai pas lu l'entièreté du livre, je dois l'avouer, mais j'en ai lu suffisamment quand même pour me dire que si... on dirait que il y a quelque chose qui est totalement pas, justement, moralisateur, c'est pas de dire, voilà, à 14 ans, qu'est-ce que tu devrais faire, mais je me dis, si je l'avais lu, je sais pas, à 14, 15 ans, ça aurait peut-être résonné avec cette volonté d'indépendance, qui est quand même... qui flirte avec le fait qu'en vérité, à 14-15 ans, t'es pas indépendant, là, t'es pas du tout indépendant. T'as besoin de ta maman qui te fait peut-être ton lunch le matin ou de pleurer après parce que, je sais pas, quelqu'un t'a dit quelque chose de méchant à l'école, mais t'as tellement cette envie aussi d'être indépendant, et je trouve qu'il y a cette discussion entre ces deux sentiments qui peut être très salvatrice pour un jeune. Oui, absolument, mais on pense qu'on est mature aussi. Oui, moi, je me disais, je suis vraiment mature, là. Pas tant, finalement. Mais on pense qu'on sait tout. On pense que... Donc, tu sais, je voulais lui donner ça aussi au personnage. Mais aussi, je pense que, tu sais, Hackers, le livre n'est pas au jeu, mais c'est ça aussi, c'est parce que si tu fais un livre au jeu, il faut que toutes les scènes, le personnage principal du jeu soit dedans, parce que sinon... Tu sais, il faut qu'il y ait une constance, tu sais, donc c'est pour ça aussi que je me disais, là, Charlotte va être vraiment omniprésente dans le livre, il y a pas de scène où elle est absente, là, donc c'est pour ça que ça fonctionne, tandis que Hackers, il y a certaines scènes où Camille, qui est là-dedans, va être seule, donc c'est pour ça. Est-ce que aussi, comment on fait pour garder une cohérence dans les personnages, dans le sens où est-ce que j'entends plusieurs auteurs ou autrices qui me disent, oui, parfois, en fait, les personnages ne m'appartiennent plus, rendu au 2e tome, surtout vers le 3e, je suis forcée parfois de leur faire certaines choses parce qu'ils ne m'appartiennent plus. Est-ce que tu as le même sentiment? Vraiment, je trouve vraiment que les personnages sont forgés, puis après ça nous est imposé. Donc, on l'a créé de cette façon-là, mais après ça c'est vrai que les dialogues vont venir beaucoup plus facilement. Moi, dans le fond, je vais leur mettre des caractéristiques puis des traits, mais souvent, je vais les imaginer sous la forme de mes amis, personnellement, comme ça va m'aider. Oui. Mais souvent, c'est un peu caricaturé, là, tu sais, mais souvent, je vais prendre mon ami, puis là, il est un peu comme ça, puis on va prendre la caricature de lui, puis ça va être ça, mon personnage, finalement. Puis c'est vrai qu'après ça vient tout seul. Comme je disais tantôt, dans La Plaine des Fraises, dans le tome 2, son cousin vient la visiter, puis au début, il tombe ses nerfs, puis lui, il est très sarcastique, puis tout ça, fait qu'on aime, tu sais, on aime beaucoup, moi je l'aime beaucoup ce personnage-là de Maverick, puis tu sais, il devient de plus en plus présent, mais à la fin, c'était vraiment un réflexe que à chaque fois qu'il parle, il est drôle, tu sais, c'est drôle, qu'est-ce qu'il dit, puis on s'amuse. Oui, c'est ça, puis j'étais là, tu sais, Charlotte pourrait pas dire ça, c'est pas son rôle à elle, c'est pas son... C'est pas sa personnalité. Oui, puis je trouve que le personnage qui a le plus de personnalité, ça sera pas le personnage principal, ça va être les personnages secondaires qui gravitent autour de lui, parce que lui, le personnage principal, souvent porte comme beaucoup de choses sur ses épaules. Ça arrive, par contre, des fois dans les livres, mais moi, en ce qui me concerne, c'est ça que je réalise, que mon personnage principal, souvent, parce que comme une grande charge mentale, va moins avoir la personnalité la plus colorée ou la personnalité la plus fun que moi, en tout cas, j'aime inculquer à des personnages qui vont être plus les personnages secondaires, souvent leur meilleur ami.
Aussi parce qu'on le connaît plus. Oui, Donc, c'est moins... peut-être que les personnages autour doivent être plus marqués par un certain trait de caractère, vu qu'on les connaît moins. oui, c'est vrai. Et peut-être que pour nous aussi, c'est un peu le miroir de ce qu'on voit chez l'autre aussi. Oui, parce qu'on est dans sa tête, tu sais. Oui, donc c'est ça. c'est pas pareil, tu sais, oui, effectivement. C'est un bon point. Et finalement, je sais que j'ai eu des questions en vrac là cette fois-ci, mais ça m'inspire. Est-ce que quand tu termines une série, est-ce que tu as un moment quasiment de deuil un peu, où tu dis au revoir à tes personnages, ou au final, ils font tout le temps partie de toi? Ils sont tout le temps partis de moi. On dirait même que je les imagine des fois être assis sur une chaise puis attendre que je continue à écrire puis qu'ils écrit là, parce que là, nous, on n'a rien à faire. Je pense que L'Effet du Phénix, c'est un livre qui est plus gros. C'est le double de pages, de mots, en fait. On calcule en mots là, dans le monde de l'édition. Puis mes livres, c'est 50 000 mots. Puis L'Effet du Phénix, c'est 100 000 mots. Et ça, ça m'a tellement habité longtemps que quand j'ai terminé la trilogie, là, j'ai vraiment ressenti un vide, puis je m'ennuie de cette histoire-là. Tu sais, c'est quand même ma première histoire, puis j'ai passé des années à y penser. Donc, des fois, je me dis, je devrais-tu comme écrire une suite? T'sais? Bref, que je m'ennuie quand même de ce livre-là, de cette histoire-là. Les autres, peut-être moins. J'ai l'impression que moi, je les laisse aller, puis OK, j'ai terminé, je passe à autre chose. Moi, je suis très, là, j'aime ça, avoir un autre projet, puis un autre projet, puis un autre projet. Donc, je serais pas capable d'avoir une longue série. Oui. Je me tannerais, je m'épuiserais. Puis, tu sais, j'aime ça, tout pacter dans le moins de livres possible. Puis après ça, on passe à d'autres choses, on fait un autre projet. Super. Bah, peut-être que nos lecteurs ou nos lectrices vont se dire « Ah oui, j'aimerais ça que vous fassiez une suite. » Donc peut-être. Peut-être. Oui, c'est ça. Très bien, très bien. On va conclure sur les projets à venir, donc tes projets littéraires à venir. Est-ce que tu peux nous partager quelques infos? Oui, absolument. J'ai La Pleine Lune des Fraises, le tome 3, qui est le dernier tome de la trilogie, qui sort au mois de mai. J'ai pas encore la date exacte au mois de mai, mais c'est quand même très bientôt, là, dans moins de 3 mois. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. Et sinon, je vais avoir un prochain livre adulte. J'ose pas en dire plus pour l'instant, mais adulte, vraiment comme 18 ans et plus, là, sur le monde du dating un peu. Puis ça va être... probablement l'année prochaine, mais j'ai pas encore de contrat de signé, donc c'est à suivre. Toujours avec Édition Urtubise. Toujours avec Urtubise, oui. Super. Que nous remercions d'ailleurs pour leur faire collaboration. Oui. Lina, Oui. quelque chose à ajouter avant de conclure? Oui, un grand merci. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé partager ce moment en votre compagnie à tous. Merci Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre générosité. Je trouve que c'était super et une très, très belle découverte d'avoir lu vos livres et d'avoir pu en discuter avec vous. Merci. Anouchka? Ouais, merci beaucoup Isabelle, c'était super intéressant. J'ai juste une dernière petite question par rapport justement au saut entre roman jeunesse et roman adulte. Est-ce que tu as gardé les mêmes éditeurs entre les deux? Oui, je vais rester avec Urtubise. Puis eux, dans le fond, ils ont plein de sous-maisons d'édition même. Donc, sur le coup, j'ai eu peur un peu. Est-ce qu'on va trouver le créneau? Est-ce qu'ils vont accepter de publier un livre qui est quand même complètement différent? Ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, je sors de la maison jeunesse, mais ça va être quand même chez Urtubise. Donc, j'ai vraiment hâte. Et pas nécessairement avec les mêmes personnes qui font ton édition? Je pense que je vais avoir la même éditrice quand même, oui, parce qu'elle fait du jeunesse et adulte, donc je vais pouvoir rester avec elle. Ça, c'est le fun, là, parce que je travaille avec elle depuis plusieurs livres, donc c'est vraiment apprécié. On a fait un bon travail ensemble. Ouais, le travail de l'éditeur est tellement une grosse partie qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui est super importante, et la collaboration entre l'auteur et l'éditeur. On n'a pas idée, mais c'est beaucoup plus qu'on pense. C'est toujours beaucoup plus qu'on pense. Puis les auteurs, la première fois, ils sont toujours surpris de leur premier travail éditorial qui reçoit là, toutes les corrections, puis tout ça, puis toutes les questions, puis le questionnement, puis les améliorations qu'on doit amener. C'est plus gros qu'on pense, mais c'est nécessaire. C'est un vrai travail. Oui. Un dernier mot, Isabelle? Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir reçue. C'était vraiment agréable de venir parler de mes livres avec vous aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Et merci à nos auditrices et auditeurs, et à la prochaine. Au revoir.